طبعا هنتقل فورا للمستشار سيريل روجر لقام، مستشار بمجلس الدولة الفرنسي. هيقدم لنا مداخلة تحت عنوان الاتجاهات الحديثة في الفقه الإداري بشأن العدالة البيئية. طبعا بذكر حضراتكم في أسفل الشاشة حضرتك ممكن تحصل على ترجمة من الفرنسية إلى العربية والعكس، فيعني بدعوكم لاستخدام الترجمة لو حابين. تفضل يا فندم، تفضل قاضي سيريل، تفضل. Merci, monsieur le juge Raslan. Est-ce qu'on m'entend bien? Est-ce que je peux vous demander de me faire un signe si vous m'entendez? Parfait, merci, monsieur. Parfait, parfait. Voilà. Madame la ministre, monsieur le président du Conseil d'État égyptien, messieurs les conseillers d'État, chers collègues, chers amis, je voulais d'abord remercier le Conseil d'État d'Égypte et particulièrement le juge Mohamed Raslan pour l'organisation de cette rencontre particulièrement réussie et difficile dans le contexte technique et sanitaire qui est le nôtre. J'ai pu juger également depuis que je vous écoute ce matin de la qualité de la traduction et je m'en réjouis et j'invite cependant nos interprètes, si elles rencontraient des difficultés avec cet exposé, à me le faire savoir d'une façon que la technique autorisera. Mon intervention de ce matin ne porte pas de façon générale sur le droit de l'environnement, auquel le Conseil d'État en France se consacre depuis longtemps, particulièrement sur le fondement du droit européen qui, depuis une quarantaine d'années, est la matrice du droit de l'environnement en France, mais plus précisément sur des décisions très récentes qui ont été rendues en matière de ce qu'il est maintenant convenu d'appeler la justice climatique, autrement dit, les décisions par lesquelles le juge, et notamment le juge administratif, essaye de faire progresser les actions publiques, politiques, qui sont menées pour la prévention du changement climatique. J'ai perdu l'image en ce qui me concerne, j'espère que vous m'entendez toujours. Je fais l'hypothèse que l'on m'entend toujours. Et la façon je pense, la plus claire d'introduire ce sujet et la singularité du sujet climatique par rapport à l'ensemble des sujets environnementaux, c'est sans doute de relever que la plupart des sujets environnementaux, à des échelles différentes, sont des sujets locaux. La particularité, alors ça peut être local à l'échelle d'une installation, d'une ville, d'une région, d'un pays, voire du bassin méditerranéen qui réunit les participants ce matin, mais la particularité du sujet climatique, c'est le fait que toute émission de gaz à effet de serre quelque part dans le monde a un effet identique sur l'ensemble de la planète, ce qui évidemment sur le plan juridique a des conséquences importantes. Et comme vous le savez, les différents accords, y compris celui qui se dessine depuis la conférence de Glasgow, mais aussi l'accord de Paris qui l'a précédé, sont des accords qui n'engagent les États signataires que de façon relative. Et ce qu'on observe depuis 2 ou 3 ans, c'est que les juridictions, et notamment les juridictions suprêmes d'un certain nombre de nos pays, prennent en main la substance des engagements pour essayer de leur assurer une véritable efficacité juridique, un caractère engageant et contraignant. Et c'est dans ce cadre que la juridiction administrative française a rendu très récemment 2 décisions, l'une du Conseil d'État, l'autre, pour une raison que je vous expliquerai brièvement, du tribunal administratif de Paris, qui sans doute, par la voie de l'appel puis de la cassation, sera un jour tranché par le Conseil d'État, en matière de ce qu'il est convenu d'appeler la justice climatique. Une décision qui est la décision commune de Grande-Synthe dont je vais vous parler, que je vais essayer de mettre en perspective,
qui est une décision qui a été prise dans le contentieux de la légalité et de l'annulation des actes administratifs, ce que nous appelons en France le recours pour excès de pouvoir, et une décision, celle du tribunal administratif de Paris, en matière de responsabilité publique. Donc, je vais vous parler successivement de ces deux décisions, en essayant de les mettre un peu dans le contexte de certaines autres décisions prises dans d'autres pays. Et puis, très brièvement, je terminerai en posant avec vous, pour vous, quelques questions ouvertes pour l'avenir de cette jurisprudence. S'agissant donc de la décision commune de Grande-Synthe, le Conseil d'État a été saisi par le maire d'une commune, la commune de Grande-Synthe, qui est située dans l'extrême nord de la France, sur le littoral, d'une demande d'annulation du refus que le gouvernement avait opposé à une demande qu'il lui avait adressée visant à ce que la France renforce un ensemble de mesures de prévention du dérèglement climatique pour respecter les engagements qu'elle a pris dans le cadre de l'accord de Paris et qu'elle a transposé dans la loi, tout ça par un prisme européen, puisque, comme vous le savez sans doute, pour les pays de l'Union européenne, les engagements qui sont issus de l'accord de Paris sont dans un premier temps fixés au niveau européen, puis répartis entre les États membres de l'Union européenne. Et donc, le maire de cette commune a demandé au gouvernement français, a fait observer, avec un ensemble d'arguments, que la politique menée par le gouvernement français n'était pas suffisante pour permettre de respecter ses engagements, lui a demandé de prendre des mesures plus énergiques et a attaqué, le gouvernement ne lui a pas répondu, et le maire de cette commune a attaqué devant le Conseil d'État le refus du gouvernement de rendre cette politique plus énergique et plus efficace pour respecter notamment l'engagement d'une baisse de 40% des émissions de gaz à effet de serre en 2030 par rapport au niveau de 1990, qui est fixé par la loi, et de 37% par rapport à son niveau de 2005. Et donc, le Conseil d'État, dans une première décision qu'on appelle une décision avant dire droit, a posé le principe d'un contrôle de la compatibilité du refus gouvernemental avec les engagements internationaux de la France et la loi. Et dans une deuxième décision, une décision du 1er juillet 2021, à la délibération de laquelle j'ai participé, a enjoint, ordonné au gouvernement français de lui présenter, dans un délai de 9 mois, un ensemble de mesures visant à crédibiliser la possibilité pour la France d'atteindre ses objectifs en matière de prévention du climat. Alors, très brièvement, je pense que ces deux décisions finalement apportent des solutions, et des solutions très novatrices, très innovantes, à 4 questions de principe. La première question, c'est celle que nous appelons en droit français l'intérêt pour agir, c'est-à-dire ce qui donne à une personne physique ou une personne morale la qualité pour demander au Conseil d'État l'annulation d'une décision gouvernementale. Il y a en gros pour ça 3 types d'ordres juridiques dans le monde. Les ordres juridiques qui permettent, peu nombreux, qui permettraient, qu'on appelle parfois, par un terme latin, l'actio popularis, qui permettent à tout citoyen de contester une décision de caractère général. D'un autre côté, on a des systèmes plus restreints, comme le système de nos amis allemands, par exemple, qui exigent, pour que quelqu'un ait la possibilité de demander l'annulation d'une décision publique, qu'il fasse valoir un intérêt subjectif, un droit lésé par cette décision. Et le système français, comme d'autres systèmes juridiques, est intermédiaire entre ces deux solutions, puisque la qualité pour demander l'annulation d'une décision doit reposer sur le fait que la personne physique ou la personne morale est affectée d'une façon suffisante par les conséquences de cette décision, sachant qu'en matière d'environnement,
et on le reverra dans un instant à propos de la décision de responsabilité, sachant qu'en matière d'environnement, la possibilité d'agir a été très largement ouverte depuis une quinzaine d'années aux associations de protection de l'environnement, beaucoup plus largement que cela n'était le cas traditionnellement dans la jurisprudence administrative française. Et donc la première question que posait ce recours de la commune de Grande-Synthe, c'était finalement, est-ce qu'une commune, municipalité, a le droit de demander de ce type de décision du gouvernement de façon négative à cette question pour d'autres décisions dans le domaine de l'environnement. Par exemple, il avait considéré que pour tout ce qui est les smart meters dans le domaine de l'énergie, une commune n'avait pas le droit de s'opposer de déploiement de ces smart meters énergétiques. Dans le même esprit, le Conseil d'État a jugé qu'une commune n'avait pas non plus la possibilité de demander au juge d'adapter la législation nationale en matière d'implantation des antennes de téléphonie. Dans les deux cas, motif pris de ce que concernés. Et la solution inverse a été adoptée dans le cas de la commune de Grande-Synthe. L'action de la commune de Grande-Synthe a été jugée recevable par le Conseil d'État. Et elle a été jugée recevable pour des raisons, j'y reviendrai très brièvement à la fin de cet exposé, qui peut-être seront amenées à évoluer, en partie parce que il existe en France des études publiques sur le degré d'exposition des communes aux risques climatiques, qui, en prenant en considération un ensemble de risques pour la population, pour les activités économiques, pour l'environnement d'une commune, font apparaître que certaines communes sont beaucoup plus exposées que d'autres à ce risque. Et il se trouve que la commune de Grande-Synthe, comme d'ailleurs le soutien de cette action, et dont l'intervention a également été jugée recevable, était dans le groupe des communes les plus directement affectées potentiellement par les conséquences du changement climatique. Et donc, la décision fait ressortir que le Conseil d'État a pris en considération l'exposition particulière de ces communes aux risques climatiques pour admettre leur intérêt pour agir. Il a également pris en considération le fait que ces recours s'inscrivent dans le cadre du temps long, même si les effets du changement climatique sont déjà perceptibles. Et il a considéré que par nature, par définition, une commune était bien placée pour défendre les intérêts de la communauté des citoyens qui l'habitent, non seulement aujourd'hui, mais aussi dans 10 ans, dans 20 ans et dans 30 ans. Donc cet élément de permanence de la commune a été pris en considération. Et de façon intéressante, le maire de cette commune, qui avait également agi à titre personnel pour demander l'annulation des mêmes décisions, lui ne s'est pas vu reconnaître un intérêt pour en demander l'annulation. Ça, c'est la première question, sur quoi cette décision a apporté une innovation. Et comme vous le savez peut-être, certaines juridictions européennes, notamment la Cour suprême des Pays-Bas, la Haute Cour des Pays-Bas, en cassation d'une décision d'appel de la décision du tribunal de La Haye, décision de l'affaire dite Urgenda, a, elle, considéré que tous les citoyens, compte tenu des effets du changement climatique, étaient fondés à demander au gouvernement de modifier sa position. Donc, la position que j'ai décrivée tout à l'heure, une position très ouverte. Et dans le sens inverse, la Haute Cour britannique, mais également le tribunal de première instance de l'Union européenne, ont jugé que ces recours n'étaient pas recevables. Et la Cour de justice de l'Union européenne se prononcera prochainement en appel de la décision du tribunal de l'Union européenne. Donc ça, c'est le premier point. Le deuxième point, qui est également très complexe, c'est la question de la norme juridique de référence pour admettre l'illégalité d'un refus gouvernemental de renforcer sa politique climatique.
Dans l'affaire hollandaise, Urgenda précité, je ne donne pas toutes les références de date des décisions que je cite, mais je ne manquerai pas de vous envoyer le texte de cette intervention dans lequel toutes ces références figurent, si vous le souhaitez. La Cour des Pays-Bas s'est fondée dans une large mesure et de façon un peu inattendue sur la Convention européenne des droits de l'homme, dont l'objet premier n'est pas la protection de l'environnement. Mais elle a jugé que les incidences potentielles sur la vie des citoyens étaient tellement graves qu'on pouvait juger le recours sur le fondement de la Convention européenne des droits de l'homme. La Cour constitutionnelle allemande, comme vous le savez sans doute, elle a extrait un principe général d'équité entre les générations en jugeant que la politique allemande actuelle, par ses insuffisances, reportait de façon excessive la charge de la prévention du changement climatique sur les générations futures. En France, nous nous sommes tenus à une approche d'une certaine façon plus classique par rapport au droit public, et nous avons pris appui sur le fait, d'une part, que la France a des engagements internationaux dans ce domaine, mais qui sont les engagements climatiques proprement dits, et d'autre part, et surtout, sur le fait que la France avait transposé en droit interne dans la loi un certain nombre d'engagements de réduction des gaz à effet de serre pour 2030. Donc, la base juridique que nous avons retenue, ce sont la loi et les traités internationaux, mais ça n'allait pas de soi, et c'est mon troisième point. Ce qui était particulièrement délicat dans cette affaire, c'est qu'il était demandé au Conseil d'État de déclarer illégal un refus du gouvernement sur la base d'un objectif qui est fixé à 2030. Et c'est le troisième point, et c'est une des grandes difficultés en matière de climat. Les juges que nous sommes ne sont pas habitués à censurer des décisions gouvernementales quand, sur le fondement d'un objectif qui est un objectif qui est fixé dans plusieurs années. En France, par exemple, nous avions en 2010, à mes conclusions d'ailleurs, dans un arrêt Madame Bleitrack, jugé que le fait que la France probablement n'atteindrait pas l'objectif de rendre tous les bâtiments publics accessibles aux personnes handicapées en 2015, comme le droit européen lui en faisait obligation, ne constituait pas, en tout cas pas en 2010, une faute du gouvernement français. Et nous avions ensuite, cependant, indemnisé l'avocate handicapée qui faisait le recours en estimant qu'elle avait un préjudice grave et spécial du fait du retard de la France à mettre en œuvre cette législation. Mais nous n'avions pas censuré le refus, l'impossibilité pour le gouvernement d'en faire plus, motif pris de ce que l'échéance européenne était en 2015. Là, en revanche, dans la décision Grande Sainte, nous avons accepté d'entrer dans un contrôle de compatibilité, de crédibilité des mesures gouvernementales, en considérant d'une part qu'il ne serait pas possible pour le gouvernement français de rattraper le retard qu'il était en train de commencer à prendre pour atteindre les objectifs de 2030, en prenant aussi en considération le fait que, comme vous le savez, comme le problème du dérèglement climatique tient à l'accumulation dans l'atmosphère des gaz à effet de serre, les progrès qui ne sont pas faits maintenant ne seront pas compensés demain. Et la quatrième et dernière question, très importante d'un point de vue juridique, c'est celle de la nature et de la portée de l'injonction, de l'ordre que le Conseil d'État a donné au gouvernement français. Quand je suis rentré au Conseil d'État, il y a d'assez longues années, il était inconcevable qu'une juridiction comme le Conseil d'État, d'abord, adresse des injonctions à l'administration. Ça n'était possible que dans des cas très particuliers, très restreints, et tous les étudiants en droit en France apprenaient à l'époque que précisément la justice ne devait pas adresser des injonctions à l'administration, mais seulement, le cas échéant, annuler ces décisions ou en réparer les conséquences. Et progressivement, ce pouvoir d'injonction du juge, tant en référé que dans les décisions du fond, s'est développé de façon considérable. On n'est jamais néanmoins allé jusqu'à censurer une politique tout entière.
Or, c'est finalement bien ce qui s'est produit dans la commune de Grande-Synthe, parce que, en enjoignant au gouvernement de crédibiliser sa trajectoire de réduction des gaz à effet de serre, le Conseil d'État ne lui a pas demandé de prendre une mesure particulière, mais un ensemble de mesures de nature à rendre crédible son action, mesures qui reposent sur des instruments juridiques différents. Ça peut être la loi, ça peut être le décret, ça peut être des arrêtés, ça peut être des mesures non normatives, des mesures d'investissement public. Et ça, c'est tout à fait inédit. Et ça pose évidemment des questions complexes. Et donc, c'est vraiment la particularité de la nature du problème climatique qui, ici, a été prise en considération. Je vais maintenant vous dire quelques mots plus brièvement de l'affaire de responsabilité qui a été portée devant le tribunal administratif de Paris, qui s'est appelé, enfin, qui curieusement porte le nom d'affaire du siècle, mais c'est un nom un peu de presse et de communication. C'est un recours qui a été introduit par 4 associations de protection de l'environnement, dont Oxfam, que vous connaissez, et Greenpeace, que vous connaissez également, pour demander au gouvernement de réparer les conséquences de son insuffisante activité dans le domaine de la prévention du changement climatique. Et là aussi, le tribunal administratif de Paris a procédé en 2 temps. Il a d'abord reconnu l'existence d'une responsabilité pour faute du gouvernement français, sur une base juridique qui dégage une sorte de principe général de prévention du changement climatique. Et il a jugé qu'une action fondée sur l'article 1246 du Code civil, qui permet la réparation en nature du préjudice écologique, ou inspirée par l'article 1246 du Code civil, était possible devant le juge administratif. Dans cette affaire se pose évidemment, comme d'ailleurs dans l'affaire de Grande-Synthe et comme dans tous les pays, le fait que nos pays n'ont qu'une responsabilité mineure à l'échelle mondiale dans l'aggravation du changement climatique. Et donc, il faut, pour pouvoir ordonner à un gouvernement d'agir davantage ou trouver qu'il a une responsabilité, isoler en quelque sorte une part propre de responsabilité d'un gouvernement national dans ce phénomène qui est global, et c'est ce qu'a fait le tribunal administratif de Paris. Donc là aussi, et très brièvement, 4 questions sur le sens de ces décisions. La première, c'est celle de la nature de la faute. Et comme je l'ai dit, le tribunal administratif de Paris, sur une base juridique un peu différente de celle de l'arrêt commune de Grande-Synthe du Conseil d'État, a dégagé une obligation générale de lutte contre le changement climatique que le gouvernement aurait méconnu. En deuxième lieu, j'ai maintenant le retour de la... J'ai un problème technique, j'ai le retour de la traduction. Alors attendez, je vais essayer de faire quelque chose. Voilà. Le deuxième point, c'est la question très difficile de la nature, de la nature du préjudice et de sa réparation. Normalement, la jurisprudence administrative classique exige pour que l'administration répare un préjudice, que le préjudice soit certain pour être indemnisable. Et il est évident que les préjudices résultant du changement climatique, pour la collectivité représentée ici par des associations de protection de l'environnement, présentent un caractère certain dans son principe, c'est ce qui a été jugé, mais également très large et très diffus. Et la notion de préjudice écologique qui est apparue dans la jurisprudence de la Cour de cassation en 2012 à propos de l'affaire du pétrolier Erika, que citait monsieur le conseiller Alcandari il y a quelques minutes, a été ensuite codifiée, comme je vous le disais, à l'article 1246 du Code civil. Et ce préjudice écologique se définit comme une atteinte non négligeable aux éléments ou aux fonctions des écosystèmes ou aux bénéfices collectifs tirés par l'homme et l'environnement de ces écosystèmes. On reconnaît d'ailleurs, je le dis, dans cette définition de la loi française, l'empreinte de ce qu'on appelle aujourd'hui la théorie des communs, Theory of Commons, qui donc est entrée d'une certaine manière dans le droit positif. Cependant, le tribunal administratif de Paris a jugé donc que ce préjudice devait être réparé prioritairement
en nature et pas en matière financière. Il a accordé 1 euro symbolique de dommages et intérêts à chacune des 4 associations, mais il a demandé au gouvernement, et pour réparer ce préjudice en nature, il a demandé au gouvernement d'agir. Et donc, de façon paradoxale, on voit que le résultat d'une action en annulation pour illégalité, comme dans Commune de Grande-Synthe, et le résultat d'une action en responsabilité aboutissent en réalité au même résultat, qui est que le juge ordonne au gouvernement d'en faire plus. Le troisième point qui est important et légalement très difficile par rapport à la jurisprudence, c'est le caractère direct et certain du lien entre l'action gouvernementale ou l'inaction ou l'inaction relative du gouvernement, parce que le gouvernement français fait quand même beaucoup de choses en matière climatique, et l'aggravation de la situation. Comme je l'ai dit, le juge a isolé une part de responsabilité nationale. Et puis le dernier point important, c'est celui de la 4e point, de la nature de cette injonction, décidée par le juge administratif. Je termine par quelques questions ouvertes qui me paraissent importantes parce que je crois qu'elles sont en réalité universelles, c'est-à-dire qu'elles vont se poser dans tous les pays et pour tous les juges qui vont avoir à juger de ces questions climatiques, à partir de la décision, notamment Commune de Grande-Synthe du Conseil d'État. 4 questions donc pour terminer. La première, comme je l'ai dit tout à l'heure, le Conseil d'État a pu se raccrocher en quelque façon à sa jurisprudence traditionnelle en retenant l'intérêt pour agir, pour demander l'annulation du refus gouvernemental d'une commune, motif pris de ce qu'elle était particulièrement exposée au changement climatique. Je ne suis pas certain que demain, on pourrait refuser à une commune qui serait dans une situation un peu moins caractérisée de risque d'engager des actions analogues. Et donc, je crois en réalité que la porte que nous avons ouverte, probablement à l'avenir, devra s'ouvrir plus largement, s'agissant de l'ouverture de la juridiction, ce qu'on appelle l'ouverture du prétoire dans le vocabulaire juridique français, à des collectivités, à des personnes morales qui voudraient agir dans ce domaine. La deuxième question qui est vraiment très fondamentale pour toutes nos juridictions, c'est la façon dont ce contentieux climatique particulier va s'articuler avec les autres contentieux en matière d'environnement. Dès lors qu'un juge comme le Conseil d'État accepte de contrôler la politique gouvernementale, ou en tout cas la crédibilité de la politique gouvernementale en matière de changement climatique, quel sera le sort à réserver aux arguments, aux moyens qui seront soulevés dans d'autres contentieux face à la construction d'une autoroute, face à l'ouverture d'une mine ou d'un forage pétrolier, quand les requérants exciperont, feront valoir que la décision locale, décision partielle, n'est pas compatible avec les engagements de la France en matière de changement climatique. Aujourd'hui, la solution retenue par le Conseil d'État, sauf dans le cas de législation particulière, puisque par exemple la France a interdit maintenant les nouvelles ouvertures d'exploration d'hydrocarbures, mais quand par exemple nous sommes saisis, ce qui est assez fréquemment le cas, d'un recours contre une déclaration d'utilité publique d'une autoroute ou d'un aéroport, et que les requérants font valoir que la décision méconnaît la cohérence générale de la politique climatique, ce que nous faisons, c'est que nous prenons les émissions de gaz à effet de serre qui sont liées à ce projet, les émissions nettes, comme un élément, mais un élément parmi d'autres, du bilan que nous établissons de l'utilité générale de ce projet. Autrement dit, nous n'acceptons pas d'annuler un projet particulier, motif pris simplement de ce que son bilan en matière de gaz à effet de serre est négatif. Et il y a eu des décisions internationales très intéressantes dans ce domaine. Il y a une décision de la Cour fédérale australienne de 2021, une décision Sharma, relative à l'ouverture, l'extension d'une mine de charbon, dont la conséquence était une émission de 100 mégatonnes de carbone dans l'atmosphère terrestre. Le juge suprême australien a considéré, d'une part, qu'il y avait bien une obligation du gouvernement de protéger les générations futures, et d'autre part que, par elle-même, cette décision n'était pas
contraire à cette obligation. Et dans le même esprit, la Cour d'appel d'Oslo, dans une décision de 2020 en Norvège, a estimé qu'une décision d'ouverture d'un forage d'hydrocarbures n'entraîne pas de risque réel et immédiat de perte humaine pour les habitants de la Norvège et qu'elle n'a pas de lien direct et immédiat avec les atteintes à la protection de la vie. Donc on retrouve les problématiques dont je parlais il y a un instant. Troisième point, très important, à mon avis peut-être le plus important. Dans l'affaire Commune de Grande-Synthe, c'est à l'État et à l'État seul que le juge, compte tenu de la structure de ce contentieux, a demandé de renforcer sa politique climatique. Et dans l'affaire du tribunal de Paris, c'est l'État seul qui a été condamné en responsabilité. Mais quand on regarde la manière dont les pouvoirs sont répartis en France, les pouvoirs publics, pour ne rien dire des entreprises et des citoyens, on voit que les collectivités locales, notamment les régions, les villes, ont des pouvoirs considérables en matière d'urbanisme, en matière de gestion de l'eau, en matière de déchets, en matière de transport, et qu'une grande partie des leviers, en matière de chauffage urbain, une grande partie des leviers en matière de prévention climatique sont dans les mains des collectivités locales. Et donc, il y a une question assez fondamentale qui est celle, du point de vue de la responsabilité des personnes publiques, qui est celle de la responsabilité des autres personnes publiques, et pas simplement de l'État qui, pour l'instant, a seul été mis en cause dans ses actions. Et ça, c'est une source forcément de questions juridiques très lourdes de conséquences pour l'avenir. Et puis la dernière question, toute simple, c'est de savoir finalement que se passera-t-il si le gouvernement n'arrive pas, il a 9 mois aujourd'hui pour renforcer la crédibilité de sa politique climatique, pour présenter des nouvelles mesures au Conseil d'État. Qu'est-ce qui se passe si finalement la France n'arrive pas à retrouver la trajectoire qu'elle s'est fixée pour 2030 ? Et là, évidemment, le juge a pris un risque, puisqu'en France, les décisions de justice sont toutes exécutées. Et on est là face à un problème face auquel le gouvernement lui-même n'est pas dans la toute-puissance. Comme je l'ai dit, il n'a pas tous les leviers en main. Que se passerait-il si le gouvernement n'arrivait pas à exécuter la décision du Conseil d'État, c'est-à-dire à lui présenter un ensemble de mesures qui crédibilisent ses engagements climatiques? Ce qui serait en cause alors ne serait plus la crédibilité du gouvernement, mais celle du juge suprême lui-même, ce qui évidemment ouvre un autre univers de possibilités, de questions. Voilà, je vous remercie pour votre écoute et pour votre attention et je me réjouis de partager cette séance avec vous. شكرا جزيلا سيادة المستشار على هذه المداخلة القيمة. في الحقيقة يعني استفدنا كتير منها، خاصة التساؤلات الأخيرة اللي حضرتك أثرتها. وأنا شخصيا بيشغل بالي فكرة مبدأ الموائمة، أو كيف يستطيع القاضي الإداري الموازنة بين تحقيق المنافع والأضرار البيئية. فدي مسألة فعلا كلنا محتاجين نتأمل فيها. أنا يعني فاتني إن أنا أقدم سيادتك قبل المداخلة، فيعني بذكر إن حضرتك عينت في مجلس الدولة الفرنسي من عام 1991، وكنت درست في السوربون، وحضرتك ليك اهتمامات خاصة في قضايا البيئة وليك مؤلفات كثيرة، وحاليا في منصب قاضي بالدائرة السادسة بمجلس الدولة الفرنسي، والدائرة هي المختصة بقضايا البيئة وقضايا البنية التحتية الكبيرة مثل المطارات وخطوط القطارات والطرق السريعة. وعلى المستوى الشخصي أنا عارف إن حضرتك ليك روايات في الأدب، وأتمنى يعني لما نتقابل وجها لوجه نتحدث في هذا الموضوع. بشكر سيادتك، ومعلش اسمحوا لي الجلسة دي يعني هنرجئ فيها الأسئلة لأن الوقت دهمنا.